Alors, le plan, il est lourd, mais nous n'allons pas parcourir point par point tous les points qui sont édictés dans ce plan-là. Je vous propose ce plan. Le point 1, nous allons faire une approche définitionnelle d'un certain nombre de concepts, parce que si nous ne sommes pas d'accord sur ces concepts-là, nous ne pourrons pas se comprendre dans la discussion à venir. Il s'agit de État, République, démocratie, société civile, définition et fonction. Ensuite, nous allons passer au point 2, qui est le contrôle citoyen de l'action publique, abrégé CCAP, qui est aussi appelé la redevabilité sociale. Alors, au niveau de la redevabilité sociale, nous allons aborder la généralité dans le contexte ouest africain. Nous allons comprendre, nous allons essayer de comprendre le plaidoyer en lui-même. Quel est l'intérêt, l'avantage de faire un plaidoyer dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Nous allons essayer après de comprendre la redevabilité sociale ou CCAP, sa définition, les différentes formes que ça peut prendre sur le terrain, les éléments constitutifs du CCAP qui sont au nombre de 4, et enfin, pour toute action civique, pour toute action de la société civile, il y a toujours des défis, il y a toujours des freins. Et dans le cadre précis de ce contrôle citoyen-là, il y a des freins qui sont le manque d'information, l'apathie et ainsi de suite. Et enfin, nous allons terminer par le plaidoyer, le contentieux stratégique, comment il se manifeste, quels sont ses freins. Et à la fin de tout cela, nous allons partager une conclusion et échanger avec vous sur, je dirais, les questions et réponses. Alors, rapidement, c'est des prérequis. Je pense que vous qui êtes branchés aujourd'hui, vous connaissez quand même ces définitions. Vous connaissez Civis, qui est, rappelons-le, une association d'éducation à la citoyenneté, à la promotion des droits humains. La mission est de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension, d'analyse et d'action en vue de la construction d'une société plus juste. Honorables participants, le thème de ce jour, comme je l'ai dit, je le répète, c'est le contrôle citoyen de l'action publique. Et au regard du plaidoyer et au regard du contentieux stratégique. Donc, quand on a dit cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On se rend compte qu'il y a des constats d'échec des politiques publiques, mais ces constats d'échec ne sont pas toujours l'acte des gouvernants. Ces constats d'échec qui nous amènent à la corruption plus profonde, à la pauvreté, souvent c'est dû à la passivité déconcertante des citoyens. Et en effet, beaucoup d'études ont montré une corrélation entre le niveau d'engagement des citoyens et la réussite des politiques publiques. Donc, cette conférence, c'est de susciter votre intérêt en tant que citoyen à la gestion de la chose publique. Et pour cela, nous vous offrons deux objectifs majeurs. Le premier est de parcourir les prérequis tels que État, République, démocratie, société civile pour une meilleure compréhension de la suite de nos échanges. Et le second, c'est de mettre en lumière des concepts tels que le CCAP, le plaidoyer, le contentieux stratégique, afin d'en exposer brièvement les modes opératoires, les atouts, les conditions de leur réussite et enfin les réalités spécifiques d'un pays comme la Côte d'Ivoire. À ce stade, une seule question. Qu'est-ce qu'on entend par plaidoyer au contentieux stratégique? Comment peuvent s'exercer les processus qui les sous-tendent? Et quel peut être l'intérêt réel de leur mise en œuvre effective? Quels peuvent en être les défis pour une réussite? Mais avant d'arriver à ces questionnements, parcourons les prérequis. Un État, c'est quoi pour vous? C'est quoi pour nous? Un État se définit simplement par trois grandes caractéristiques, dont la première va nous renvoyer à une population. Un État correspond à un ensemble de citoyens qui ont une approche durable avec cet État, c'est-à-dire des gens qui résident sur le territoire. Les touristes, par exemple, ne font pas partie de la population de cet État. Et alors, le deuxième critère pour définir un État, c'est le territoire. Donc, nous avons une population, nous avons un territoire. Mais il y a trois types de territoires. Il y a le territoire physique, le territoire maritime
et le territoire aérien. L'État va donc pouvoir exercer sa souveraineté sur ce territoire, qu'il soit physique, maritime ou aérien. La troisième caractéristique, c'est le gouvernement. Il faut que sur un territoire, il y ait un gouvernement et il faut qu'il y ait un gouvernement qui exerce son autorité sur ce territoire et sur ses citoyens. Et c'est là que ça devient politiquement intéressant parce que ce gouvernement exerce la souveraineté. L'État, par exemple, dispose du monopole de la contrainte physique et légitime. Et ça, c'est un penseur, Max Weber, qui l'a dit. Cela montre bien comment l'État a beaucoup de pouvoir sur le monde. Donc, un État, c'est une population, c'est un territoire qui peut être physique, qui peut être maritime, qui peut être aérien. Et enfin, un gouvernement qui va gérer ce territoire pour le bien-être des populations qui sont sur ce territoire-là. La République, c'est quoi? Du latin res publica, c'est le système politique où la souveraineté appartient au peuple, mais par l'intermédiaire des représentants élus. Ces représentants-là vont agir au nom des populations. Ces représentants reçoivent des mandats pour une période donnée, mais ce mandat n'est que le mandat des citoyens. Et donc le peuple dans une république est la source de la loi et l'autorité de l'État qui doit servir le bien commun s'exerce par cette loi-là des individus libres et égaux. La République peut être aussi définie comme une organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir exercent ce pouvoir en vertu d'un mandat conféré par le corps social. En ce sens, la République s'oppose à la monarchie, mais se confond avec démocratie. Aussi, dans l'hypothèse, par exemple, d'une restriction de suffrage, la République populaire n'est pas une république dans le sens démocratique du terme. Qu'est-ce qu'entend-on par la démocratie? Alors, la démocratie, tout le monde pense le savoir, mais c'est un terme polysémique et c'est un terme polémique à la fois. Le gouvernement par le peuple et pour le peuple est la définition communément connue, mais les théoriciens de la science politique sont allés plus loin et aujourd'hui, on va jusqu'à définir la démocratie avec 6 critères essentiels. Ce qui caractérise un régime démocratique, c'est le mode de désignation de ses représentants politiques à travers des élections libres. Mais quelles en sont les caractéristiques principales? Sur le plan de la littérature scientifique et de la science humaine, on isole 6 principes fondamentaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont l'organisation d'élections libres, le suffrage universel, le pluralisme des partis politiques, leur financement et le plafonnement des campagnes, l'état de droit, la séparation des pouvoirs et enfin le respect des droits de l'homme. Donc, parler de régime démocratique nous ramène à ces 6 indicateurs. Si un des indicateurs n'est pas effectif dans l'espace politique qui s'appelle l'État, alors nous ne sommes pas en démocratie. Quand nous avons dit ça, qui va exercer la démocratie? Qui va la construire dans l'espace public? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est la société civile? Alors, le mot fétiche est sorti. Société civile, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? Et quelles sont les fonctions principales de la société civile? Le concept de société civile, civil society, n'est pas un concept tout nouveau. Il trouve son origine dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire plus de 2000 ans avant notre ère contemporaine. Et c'est le philosophe Aristote qui désigna du nom de koinonia politiques, société citoyenne, et plus tard en latin, societas civilis, une assemblée sans hiérarchie dominante composée de personnes partageant les mêmes points de vue, ce qu'on appelait alors polis, c'est-à-dire une société citoyenne ou politique. Sa définition est simple et nous ramène à 3 points. La société civile, c'est le domaine de la vie civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant et autonome de l'État. Il s'agit donc de l'auto-organisation de la société en dehors de tout cadre institutionnel au sens politique du terme, administratif ou commercial. C'est l'auto-organisation de la société.
On n'a pas demandé qu'un bailleur de fonds vienne nous organiser. On n'a pas demandé que l'État vienne nous organiser. Il s'agit de l'auto-organisation. Le point 2, où s'inscrit l'espace de discussion, l'espace d'action de la société civile, elle s'inscrit dans un espace public au sein de la société. La société civile ne s'exerce pas dans les bureaux, dans les hôtels. C'est sur l'espace public. Et la société civile se trouve entre l'État, le marché et la famille. La société civile ne désigne ni un groupe homogène, ni une masse de citoyens isolés les uns des autres. La société civile, enfin, désigne des rassemblements de citoyens suivant leurs centres d'intérêt respectifs, visant une réciprocité des échanges et la poursuite d'objectifs communs. Les organisations de la société civile, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont, indépendantes de l'État et des organisations économiques. Elles ne travaillent pas dans un but lucratif, c'est important de le souligner encore. Elles essaient d'attirer l'attention sur leurs intérêts. Elles travaillent selon la détermination des objectifs au service de la chose publique et ne poursuivent pas des fonctions étatiques, mais s'intéressent uniquement à une participation politique et indépendante des citoyens. Quelles en sont les fonctions? Il y a 7 fonctions principales. Il y a la fonction de protection. La société civile a obligation et devoir de procurer liberté aux citoyens et à les protéger de l'arbitraire étatique. Dans cette fonction de protection, la société civile va vérifier les projets politiques concernant la sécurisation des droits du citoyen et dans le cas d'une infraction, attirer l'attention et de prendre même des dispositions pour réagir contre cette infraction vis-à-vis de l'État. Donc, la société civile fait de la protection et en particulier des minorités et de leurs droits et fait également partie de cette fonction. La fonction de contrôle de sécurisation de la liberté par la négative, il s'agit du contrôle citoyen de l'action publique dont on a parlé tout à l'heure. La société civile va contrôler le pouvoir politique et une des obligations fondamentales dans le cadre de la fonction de contrôle, par exemple, c'est le contrôle des élections. Par exemple, Civis a été plusieurs fois observateur, a conduit une mission d'observation des élections. Et pour garantir quoi? L'équitabilité, le côté équitable de ces élections et le respect des règles fondamentales de la démocratie. La fonction de participation, il s'agit ici de la socialisation démocratique et de la participation des citoyens. C'est la société civile qui organise l'excellence en matière de culture politique. La société civile doit aussi s'arranger pour augmenter l'intérêt général pour la politique des citoyens et doit aussi les motiver et doit augmenter leur capacité à participer à l'événement politique. En effet, la société civile doit, à son sein, faire un plaidoyer pour que les élites futures politiques puissent sortir de là. On appelle aussi culture politique toutes les positions que la société civile prend comme des jugements ayant trait aux problèmes politiques et particulièrement les positions concernant l'ordre général et l'organisation du système politique dans une société. Alors, la société civile aussi a pour fonction l'allègement de l'État. En effet, le fait que des bénévoles et des volontaires soient engagés au niveau de la société civile vont agir sur l'allègement financier effectif que le pays, que l'État doit sortir comme argent pour pouvoir s'occuper des chômeurs. Aussi, il y a tellement de problèmes actuels, des méga problèmes comme l'environnement, l'État seul souvent ne peut pas résoudre. Et donc, la société civile en son sein peut avoir des discussions intéressantes et souvent arrive à avoir ce genre de solutions qu'on propose à l'État. La société civile aussi peut contribuer à ouvrir des voies efficaces de production, de rassemblement et surtout d'articulation des valeurs communautaires et d'intérêts sociaux en dehors des partis politiques et des parlements. Il y a aussi une fonction de démocratisation la plus connue comme fonction de la société civile qui va fonder ou former l'opinion publique et de la volonté populaire. La société civile a une fonction importante dans la démocratisation, surtout au niveau local, dans nos pays sous-développés. Enfin, les initiatives des citoyens constituent un exemple
précis de ces fonctions de la société civile. Enfin, la dernière fonction, c'est la fonction de règlement des conflits sociaux. La solidarité sociale et le renforcement de la cohésion sociale grâce à la réalisation commune d'objectifs communs que la société civile organise. Le point 2 de notre présentation, on va s'attacher à parler du contrôle citoyen de l'action publique, de la redevabilité sociale et du plaidoyer lui-même. Dans un premier temps, abordons la généralité dans la sous-région ouest africaine. La redevabilité, la transparence, la participation et l'inclusion sont 4 principes qui sont devenus des caractéristiques presque universelles des déclarations de politique générale et des programmes des organisations internationales de développement. Pourtant, ce nouveau consensus, apparemment très répandu, est trompeur parce que derrière ces déclarations retentissantes se cachent des fractures concernant la valeur de l'application réelle sur le terrain de ces concepts-là. La redevabilité sociale est progressivement en train de devenir une réponse efficace au déficit de gouvernance dans l'Afrique de l'Ouest parce que tous les pays, toutes les organisations de ces pays commencent à s'y intéresser. Mais ce que nous constatons, elle tarde, cette redevabilité, ce plaidoyer tarde à se traduire, à traduire la démocratie électorale en bonne gouvernance. Nous nous rendons compte que l'engagement, la responsabilité électorale suscite beaucoup d'intérêt de la part des citoyens. L'engagement avec le gouvernement après les élections n'a pas aussi suscité encore pour le moment de la part des citoyens un réel engagement. En un mot comme en mille, pendant les élections, il y a un bouillonnement d'idées de la société civile et après les élections, les citoyens sont souvent peu engagés dans le processus de gouvernance après les élections. Or, la redevabilité sociale, le plaidoyer et le CCAP, justement, s'appliquent entre les 2 mandats. Certes, la société civile a une obligation de contrôler les élections pour qu'elles soient les meilleures possibles, mais après les élections, la société civile doit s'engager dans un processus de gouvernance après les élections et c'est ce qui manque. Et c'est pour cela que ce matin, on va échanger sur le plaidoyer et le contrôle citoyen de l'action publique. Comprendre le plaidoyer, c'est que le plaidoyer s'adresse à toute personne, à toute organisation qui veut changer les conditions de vie des pauvres sur ce globe-là, le globe terrestre sur lequel nous sommes. Si vous voulez faire du plaidoyer, c'est que vous êtes intéressé aux conditions des pauvres. Le plaidoyer, c'est une planification et une réalisation d'actions qui cherchent à transformer les politiques, les attitudes et les pratiques en faveur des pauvres et des plus vulnérables. Il peut prendre maintes formes, qu'il s'agisse de réunions avec les responsables politiques, qu'il s'agisse d'une campagne médiatique que tout le monde connaît, qu'il s'agisse de sensibiliser l'opinion sur un certain nombre de questions, ainsi de suite. Il y a plusieurs éléments. Voilà. Donc, la participation citoyenne des communautés locales aussi, c'est un plaidoyer. Et en général, c'est en impliquant les populations touchées par les questions que le plaidoyer est le plus efficace. Il faut, pour ce cas précis, habiliter et renforcer les capacités des populations à agir et à plaider pour leur propre cause pour que ces changements-là puissent véritablement se produire. Les plaidoyers, c'est une organisation, un citoyen qui l'organise, mais le meilleur doit être que ce plaidoyer puisse se faire au niveau du citoyen vers les communautés qui sont impactées. Et c'est à ce titre-là que ces communautés-là pourront bénéficier et transformer leur vécu quotidien. Par exemple, en parlant de plaidoyer, il faut que nous-mêmes on comprenne quel est le niveau d'influence, quel est le niveau d'action, parce que le gouvernement est structuré de telle sorte que la compréhension même du gouvernement pose problème auprès des citoyens. Comment les questions de politique et de pouvoir sont amenées
à influencer la gouvernance et leur implication pour le plaidoyer si on veut le faire. Comment les politiques évoluent et comment le plaidoyer peut influencer ce processus-là. Que le plaidoyer dans le secteur du développement a souvent besoin de cibler plusieurs contextes différents en même temps. C'est-à-dire, quand nous voulons agir sur la pauvreté, le plaidoyer est obligé de cibler plusieurs contextes différents en même temps. Parce que la pauvreté est due au manque d'éducation, la pauvreté est due au manque de qualité de la santé, la pauvreté est due au manque de savoir. Et donc, quand une organisation veut s'attaquer à la pauvreté, nous sommes obligés souvent de cibler plusieurs contextes différents pour que le plaidoyer soit efficace. Pour cela, il faut quand même qu'on sache la différence entre gouvernement. Ces deux mots sont souvent un frein au plaidoyer. Le plaidoyer vise à changer ou les individus qui sont responsables de l'élaboration du choix et de la mise en œuvre des politiques. Donc, quand on veut faire un plaidoyer, c'est une organisation, un organisme étatique ou une institution ou même l'individu qui est chargé d'élaborer les politiques. Si on veut faire un plaidoyer sur la pauvreté, on peut aller s'intéresser au PNUD, on peut aller s'intéresser au ministère du Plan, mais c'est encore mieux peut-être de s'intéresser au conseiller technique du ministre qui, lui, tous les jours va élaborer le plan. Qui détient le pouvoir? Voilà les questions qu'on doit se poser. Comment les décisions sont-elles prises? Deuxième question. Qui a de l'influence et quelles sont les structures qui peuvent nous permettre d'exercer cette influence-là, ce plaidoyer-là? C'est de la concrétude, les frères. Ce n'est pas vraiment de la discussion. Si on ne se pose pas les vraies questions, on ne peut pas trouver les solutions. Le gouvernement, c'est le processus ou le fait de gouverner. Il s'agit notamment du processus qui consiste à élaborer, choisir, mettre en œuvre, contrôler et administrer les politiques publiques au sein d'une unité politique, c'est-à-dire un État, nation ou une partie de celui-ci. Exemple, une municipalité. Le mot gouvernement, ici, dans une municipalité, quand on est dans une municipalité, va décrire aussi bien le groupe d'individus auxquels sont conférées l'autorité et la responsabilité de gouverner un État, ou plus précisément par le biais du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire. Donc, ces trois pouvoirs intervenant ici dans le cadre du plaidoyer permettent une bonne orientation de l'efficacité du plaidoyer. Cette ségrégation peut être un bon moyen d'aider une organisation à déterminer dans quelle direction cibler son plaidoyer. Si nous n'analysons pas de façon pertinente les actions, nos actions ne peuvent pas être efficaces. Quant à la redevabilité sociale ou le contrôle citoyen de l'action publique, qu'est-ce que c'est? C'est une approche qui vise à établir une responsabilité qui repose sur l'engagement civique des citoyens, dans laquelle les citoyens participent directement ou indirectement à l'exercice de la redevabilité du service et des fonctionnaires. Donc, cette définition, ce qui est intéressant là-dessus, ça situe clairement la responsabilité sociale dans l'effort direct des citoyens. Si les citoyens sont apathiques, pas de redevabilité. Si les citoyens sont convaincus, sont engagés à changer les choses, il y a la redevabilité. Malheureusement, le citoyen, en tant qu'unité politique d'un État, dans aucun État, le citoyen s'engage comme ça. Il faut souvent des leaders, il faut souvent un leadership, il faut souvent une organisation de la société civile. Donc, deux éléments ressortent dans ce que je viens de dire. Un, devant les problèmes, il faut qu'il y ait des efforts déployés par les citoyens pour le résoudre. Donc, un outil d'engagement direct et des fournisseurs de services peuvent aider les citoyens à pouvoir cibler qualitativement ce contrôle citoyen de l'action publique. Par exemple, quand il y a des questions liées, des citoyens parlent de l'école et de leurs enfants ou la santé maternelle dans leur communauté, cela relève aussi du contrôle citoyen de l'action publique et de la redevabilité. Les COGES,
hein, qui sont ici, ils ne savent pas qu'ils font du contrôle citoyen de l'action publique et de la redevabilité en se mettant ensemble pour la qualité de l'école de leur enfant. Donc les conditions scolaires, c'est aussi le moyen de pousser pour plus de redevabilité sociale. Et cette redevabilité sociale se fait de plusieurs formes. Hein, et ces formes sont les moteurs. Ces formes sont les moteurs. Et donc, il y a plusieurs exemples. Hein. Il y a la pétition en faveur de la liberté d'information. Il y a le contrôle communautaire des prestations de services publics. Il y a les commissions et les auditions publiques. Il y a la charte des citoyens. Il y a plusieurs. Donc, la liste n'est pas exhaustive. À la limite, c'est un problème dans une communauté qui entraîne une mobilisation et qui entraîne la redevabilité sociale et qui entraîne le contrôle citoyen. Dans ce contrôle citoyen, il y a des éléments, il y a des points sur lesquels nous pouvons jouer pour rendre ce contrôle citoyen de l'action publique efficace. C'est les éléments constitutifs du CCAP. Il y a l'information. Vraiment, c'est le point prioritaire, c'est le point 1. C'est fondamental. Celui-ci est tellement fondamental pour tout effort du contrôle citoyen. Les citoyens qui sont en face de nous, si nous venons de Civis Côte d'Ivoire, les citoyens doivent disposer des faits nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause. Dans la plupart des cas, c'est la disponibilité des informations qui suscite l'intérêt des citoyens ou d'une communauté pour s'organiser et formuler des demandes auprès des prestataires de services que sont les gouvernements. Pour tout groupe qui tente de faire pression en faveur de la redevabilité sociale, la première étape consiste à recueillir et à diffuser des informations d'une manière qui soit facilement assimilable par la communauté ciblée. Ça veut dire que Civis Côte d'Ivoire, n'importe quelle organisation, à travers l'information, à travers le contrôle citoyen de l'action publique, c'est Civis et l'organisation qui doivent marcher l'information et la transformer et la mettre à la disposition de la communauté des citoyens pour que ceux-là puissent comprendre l'intérêt de s'engager. Donc, cette stratégie de mise en place de l'information, de cette stratégie dépend l'efficacité du contrôle citoyen de l'action publique. Les informations fournies doivent être telles qu'elles aident les citoyens à comprendre qu'ils ont droit à ce service, qu'ils en aient responsables et les mesures nécessaires qui peuvent être prises pour garantir la fourniture de ce service-là. Quand on a fait cela, il faut passer à l'étape 2, qui est la mobilisation, qui est un appel à l'action et qui va se fonder sur l'action collective. Pour que les citoyens se mobilisent, ils doivent être informés et éduqués sur leurs droits et devoirs. Ça, tout le monde en parle, donc je ne vais pas durer là-dessus. Il y a aussi l'éducation. En Côte d'Ivoire, de nombreux citoyens considèrent que les services fournis par le gouvernement sont une faveur et non comme un dû ou un droit établi par la loi. Donc, il faut éduquer les gens à dire que c'est leur droit les routes, c'est leur droit les hôpitaux et que ce n'est pas un don du gouvernement ou d'une personne précise. Quand on a fini cela, il faut les engager pour le changement. Voilà, il faut avoir un engagement entre les citoyens et les rendre responsables. Il faut essayer de piloter le changement pour influencer celui-ci et d'impliquer même le gouvernement et les prestataires de services. Ça veut dire quoi? Ce point est très important en ce sens que il faut engager le gouvernement, il faut engager les prestataires de services, le privé qui fournit des services lors des appels d'offres au gouvernement, comme des alliés de qualité. Quand on aura fini de faire ce plaidoyer, on pourra peut-être compter sur tout le monde pour atteindre les objectifs de développement des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement qu'une organisation de la société civile qui veut faire du plaidoyer, qui veut faire du contrôle citoyen de l'action publique, doit avoir pour allier le gouvernement en face, doit avoir pour allier le privé. Si nous allons avec des suspicions légitimes de corruption, nous ne pourrons pas transformer le paradigme, nous ne pourrons pas créer une alliance qui va profiter aux populations vulnérables. Si les citoyens s'engagent avec des fonctionnaires ou des responsables, les citoyens doivent être clairs sur le défi qu'ils tentent de soulever et être ouverts à une meilleure compréhension en écoutant l'autre, c'est-à-dire
le gouvernant, c'est-à-dire le partenaire en face. Les défis, les freins au contrôle citoyen de l'action publique. Malgré l'utilisation croissante du contrôle citoyen partout, il convient de souligner que la redevabilité sociale est l'affaire des citoyens et non des partenaires techniques et financiers, et non de l'État et non du privé. C'est les citoyens, organisés ou non en organisation de la société civile. Et son succès, je vais vous surprendre, repose sur la passion, la conviction, la cohérence et la mobilisation des citoyens. Il existe, comme toute action humaine, des freins et des défis qui sont, nous l'avons dit tout à l'heure, le premier point, c'est le manque d'information. Mais pourquoi il y a un manque d'information? Les problèmes auxquels se heurte le contrôle citoyen de l'action publique, c'est le manque d'information criard. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, de nombreux gouvernements sont encore plongés dans l'opacité avec peu ou pas de mécanismes permettant de mettre à la disposition des citoyens les informations. Heureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons une loi sur l'accès aux informations d'intérêt public gérée concomitamment par un organisme qui s'appelle la KIDP qui permet de franchir cette barrière. Il y a aussi l'apathie des citoyens qui est un frein. Les citoyens sont un peu fatigués, ils ont renoncé à leur gouvernement. Plusieurs années d'échecs dans la demande de prestations de services de qualité, d'infrastructures de base, fait que les gens sont fatigués et ils commencent eux-mêmes à s'auto-assister. Les gens ne veulent pas perdre leur temps à solliciter le gouvernement, dont ils pensent qu'il n'a aucun intérêt à fournir des services. Il y a aussi un autre point qui est l'enfermement ou la fermeture des espaces civiques. Dans de nombreux pays, les efforts d'organisation communautaire visant à remettre en question les actions du gouvernement sont souvent interprétés à tort comme une confrontation ou des activités antigouvernementales. Le gouvernement tente alors d'intimider ou de diaboliser tous ces efforts de la société civile et cela augmente les risques personnels, associatifs pour les organisateurs et décourage même l'intérêt et la participation des citoyens à ces actions-là. Je sais que vous avez déjà été confrontés à cela. Nous, on est confrontés à cela, mais cela ne doit pas nous faire baisser la garde. Le quatrième point, c'est le manque de conscience civique et d'éducation formelle. De nombreux citoyens ne connaissent pas leurs droits civiques et ne comprennent pas clairement le fonctionnement du gouvernement. Raison pour laquelle les prérequis aujourd'hui, nous avons parlé d'État, de République, de démocratie. Aussi, les obligations du gouvernement envers les citoyens, la responsabilité concomitante, fait défaut au niveau de la compréhension des citoyens dans cet espace qu'on appelle l'État. Un des gros points qui fait que le contrôle citoyen de l'action publique, la redevabilité ne fonctionne pas, c'est les fonds et le temps. Très souvent, c'est coûteux. Malheureusement, étant donné que la formation d'un mouvement social est un investissement à long terme, de nombreux bailleurs de fonds, soucieux de gains rapides pour soumettre leur rapport annuel, ne sont pas enthousiastes à l'idée d'apporter un soutien à long terme. Cela prive donc évidemment les citoyens du soutien à long terme nécessaire à ce que leurs efforts s'implantent durablement. Enfin, il y a l'absence de sanctions. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé déjà? Vous avez des exemples. Lorsque les citoyens sont mécontents du gouvernement ou des prestataires de services, ils attendent souvent les élections dans le cadre du calendrier électoral. Entre les deux, les possibilités de sanctions à l'encontre des responsables sont limitées et l'affaiblissement du système des valeurs sociales rend difficile d'imposer des conséquences sociales. De plus en plus, l'absence de sanctions immédiates donne au gouvernement et aux prestataires de services la possibilité d'ignorer les préoccupations légitimes des citoyens ou même de coopérer avec les initiatives menées par les citoyens. Et donc, cette absence de sanctions, cette impunité de la gouvernance économique et sociale et politique rend apathiques les citoyens. Enfin, les fractures sociales et politiques. Je pense que la Côte d'Ivoire est un grand exemple et on ne va pas être long là-dessus. Nous vivons dans un pays très fragmenté. Souvent, l'effort légitime des citoyens est injustement perçu à travers le prisme étroit
de la perspective ethnique ou religieuse, cela va limiter la capacité des citoyens à se rassembler au-delà des lignes ethniques et religieuses pour faire pression sur le gouvernement. Les politiciens font souvent aussi appel aux sentiments religieux et ethniques pour miner la demande des citoyens et nous diviser. Même au niveau de la base, il existe toujours un sentiment d'identité qui peut être exploité pour nuire à l'objectif commun. Très souvent, nous le savons. Mais au-delà de tout ce que nous venons de parcourir, qui peuvent amener les uns et les autres à baisser les bras, il y a quand même des perspectives positives qui sont là. Il y a d'énormes possibilités pour les citoyens que nous sommes, pour les organisations de la société que nous sommes, d'intensifier le travail sur la redevabilité sociale, et il est important que nous affirmons clairement qu'étant donné les défis de gouvernance auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, le contrôle citoyen est fondamental pour garantir que les citoyens bénéficient des fruits de la démocratie, de la croissance et soient bénéficiaires des promesses gouvernementales. Le plan social de 2013 où il en est, le plan de santé de 2015 où il en est. C'est aussi un moyen essentiel pour les citoyens de repousser, de poser des questions et de faire pression pour obtenir de meilleurs services publics et une meilleure qualité de gouvernance. Par exemple, on peut s'appuyer déjà sur les structures sociales qui existent, religieuses ou non, et les structures traditionnelles. Aussi, ces aspects de notre tradition qui perdurent peuvent se manifester sous diverses formes dans le temps moderne, et en nous appuyant là-dessus, nous pouvons rendre efficace ce contrôle-là. Aussi, les institutions religieuses ne sont pas seulement des centres de spiritualité, mais deviennent rapidement des structures sociales importantes pour les organisations et le système de soutien. Elles recèlent de nombreuses leçons en matière de mobilisation des citoyens autour d'un intérêt commun. Les efforts actuels de promotion de la redevabilité sociale, nous pouvons nous appuyer efficacement sur les structures sociales existantes telles que les syndicats dans les villes, les conseils de village, les groupes de femmes et les groupes de religieux. Le deuxième point sur lequel nous pouvons jouer pour les perspectives positives, c'est l'éducation civique. De nombreuses publications aujourd'hui ont été consacrées à la nécessité d'améliorer l'éducation civique afin d'aider les citoyens à mieux comprendre le fonctionnement du gouvernement et par extension à être suffisamment informés pour s'engager. Voyez-vous, depuis le début de cette présentation, tout tourne autour de l'éducation civique, de l'information pour la transformation, éduquer pour transformer, éduquer pour que les gens soient engagés. La redevabilité sociale ne peut être efficace que si les citoyens, les communautés comprennent le fonctionnement du gouvernement, et c'est à cela que cette présentation, cet échange de ce matin prend son importance. L'éducation civique pour nous doit être intégrée dans les événements et les réalités quotidiennes auxquelles les communautés et les citoyens peuvent facilement s'identifier. La Bible et le Coran contiennent d'énormes leçons sur l'éducation civique et la redevabilité sociale. Il sera plus facile d'utiliser ces livres saints pour engager les adhérents. Il y a le folklore aussi, la musique, les arts, qui sont aussi de bons moyens d'aider les communautés à comprendre les questions civiques sans nécessairement leur donner l'impression d'essayer de comprendre quelque chose de compliqué. Parce qu'il faut réduire, il faut diminuer la tâche, il faut diminuer la lourdeur de l'éducation civique. L'idée est que la créativité est nécessaire pour rendre les questions civiques attrayantes pour les citoyens, pour que chaque couche de la société se sente intéressée et ait l'intérêt pour qu'ils puissent s'engager. On peut aussi utiliser le cinéma et le football qui sont populaires pour que les gens s'engagent. Aussi, on peut faire quelque chose que les chercheurs utilisent, c'est-à-dire écrire une base de données des bonnes pratiques pour que ces bonnes pratiques-là puissent être utilisées par les intellectuels qui font de la recherche et même par le gouvernement pour que ces exemples de bonnes pratiques puissent aider à ce contrôle citoyen de l'action publique. On peut, d'un autre point qui s'est déjà fait avec l'appel de Paris, intégrer la redevabilité sociale dans le soutien au gouvernement. De quoi s'agit-il? Très souvent, les bailleurs de fonds travaillent avec nos gouvernants,
L'idée ici, c'est d'intégrer une composante des organisations de la société civile dans tout contrat, dans tout partenariat que les bailleurs de fonds vont faire à nos pays. Enfin, quand on a dit tout cela, quelle est au fait la gestion, comment comprenons-nous la gestion des litiges pour la redevabilité sociale, le contentieux stratégique ou le litige stratégique ou le plaidoyer stratégique, c'est quoi? Son mécanisme, c'est quoi? Le concept de litige stratégique comme mécanisme de redevabilité. Le contentieux stratégique, le litige stratégique est parfois appelé litige d'impact ou même contentieux stratégique, consiste à sélectionner et à porter une affaire devant les tribunaux dans le but de créer des changements plus larges dans la société. Les personnes, les associations, les organisations qui intentent un litige stratégique veulent utiliser la loi pour laisser une marque durable au-delà de la simple victoire sur l'affaire en cours qu'ils déposent au tribunal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les litiges stratégiques portent autant sur les effets qu'ils auront sur les populations et les gouvernements que sur le résultat même des affaires elles-mêmes. Le litige stratégique va impliquer qu'une organisation ou un individu prenne en charge une affaire juridique dans le cadre d'une stratégie visant à obtenir un changement systémique plus large. L'affaire peut provoquer le changement soit par le succès de l'action ou son impact sur la loi, la politique ou la pratique, soit en exposant publiquement l'injustice, en sensibilisant et en générant un changement plus large. Il est important que les litiges stratégiques soient utilisés dans des cadres définis. Pour cela, il faut ouvrir la campagne pour qu'elle soit plus large et il faut que ce litige serve dans les tribunaux pour modifier la loi, contester la façon dont la loi est interprétée et en clarifier ou en tester la portée. En ce sens, pour avoir un impact bien au-delà du cas immédiat du client individuel. Le contentieux stratégique peut être un outil essentiel pour modifier la loi en créant des précédents juridiques importants. Le litige s'accompagne généralement d'une forte couverture médiatique, plaçant la question dans le domaine public de cette façon. Même si l'affaire échoue, le processus lui-même contribue à attirer l'attention sur les questions de droit en jeu. Les défis principaux liés au contentieux et au contentieux stratégique, les litiges sont coûteux, c'est-à-dire c'est les défis. Les litiges sont coûteux et peuvent constituer une énorme pression sur les ressources de l'organisation. Aussi, si un demandeur est débouté, il peut se voir contraint de payer des frais de justice à la partie adverse. De par sa nature, le litige est incertain et ne garantit donc pas une issue favorable pour le demandeur. Une affaire qui n'aboutit pas peut générer une publicité négative et peut être préjudiciable à l'organisation ou au demandeur personnellement. Donc, le litige stratégique, il est bon, mais il faut savoir qu'il est limité à cause du coût, il est limité à cause de l'incertitude des juridictions, et il est limité aussi parce qu'on peut perdre. Nous sommes au tribunal. Vous pouvez avoir une bonne affaire, vous pouvez perdre. En conclusion de cette jeune présentation, de cet échange de ce jour, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons retenir 2 ou 3 choses. 1. Un plaidoyer. Un contrôle citoyen de l'action publique, ce n'est que le volontarisme, la mobilisation des citoyens, d'un groupe de citoyens, envers d'autres citoyens, des communautés vulnérables, pour que celles-ci aient l'information juste, premièrement du fonctionnement de l'État, du gouvernement,
des influences, des pouvoirs, et pour que cette communauté de citoyens connaisse ses droits et devoirs et s'engage à résoudre ses problèmes et à demander ce dont ils ont droit. Les freins à ce contrôle citoyen de l'action publique, nous l'avons vu, c'est l'information, c'est les fonds, c'est le temps, c'est l'argent. Quand on a eu tout ça, c'est l'éducation civique qui est aussi l'autre frein. Quand nous avons fini tout cela, nous pouvons utiliser les tribunaux pour le contentieux stratégique, pour le litige stratégique. Mais attention, il y a des limites en utilisant le tribunal parce que c'est coûteux et souvent les organisations n'ont pas assez de moyens. Aussi, l'issue n'est pas, si l'issue n'est pas favorable, l'organisation, le citoyen, les groupes de citoyens peuvent avoir, ça peut être préjudiciable pour eux-mêmes. Enfin, mesdames et messieurs, après ces 40 minutes de discussion, en tant que citoyen, nous avons une dernière question à se poser. En tant que citoyen, nous devons nous poser une seule question. Que voulons-nous pour notre pays? Voulons-nous que notre pays, la Côte d'Ivoire, change avec nous, change pour nous ou change contre nous? Je répète, voulons-nous que notre pays, la Côte d'Ivoire, change avec nous, change pour nous ou change contre nous? Nous retenons, nous, à Civis Côte d'Ivoire, que le développement économique, social et politique de notre pays ne dépend que de notre niveau d'engagement. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter et nous allons échanger s'il y a des questions-réponses. Sinon, on vous dira au revoir et encore merci. Alors, chers amis de Facebook, vraiment, on voulait, Civis Côte d'Ivoire par ma voix, voulait vous dire merci d'avoir passé tout ce temps-là de 40 minutes à nous écouter. Même si nous n'avons pas pu avoir vos questions pour les traiter, nous serons prêts à travers notre email que vous connaissez et que je répète, Civis Côte d'Ivoire, tout collé @gmail.com ou à notre WhatsApp 78 05 87 04. Vous pourrez nous poser toutes les questions sur cette présentation. Nous pourrons même organiser des séances chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village, par groupe de 5, pour que nous approfondissions le contrôle citoyen de l'action publique, ses qualités, son déroulement et tout. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine formation.